Un zoom dédié aujourd'hui à la fraude fiscale et même à l'hystérie que la fraude fiscale engendre. Pour en parler, je reçois Jérôme Tureau. Bonjour monsieur. Bonsoir. Jérôme Tureau, vous êtes ancien élève de l'ENA, de la promotion Voltaire, la fameuse. Actuellement avocat et maître des requêtes au Conseil d'État honoraire. Et donc vous publiez cet ouvrage, Les intox fiscales, avec 7 autres co-auteurs, pour en finir avec les idées reçues, édité par le cabinet d'avocats Francis Lefebvre. Votre participation à cet ouvrage a porté sur la thématique donc de la fraude. Est-ce que vous pouvez commencer par nous définir cette notion fraude fiscale qui n'est pas l'optimisation fiscale ni l'exil fiscal d'ailleurs? Non, effectivement, soyons précis parce que il y a un certain discours administratif et politique qui donne une extension excessive à la notion de fraude fiscale et qui englobe dessus beaucoup de choses. Il y a la fraude proprement dit. Techniquement, la fraude fiscale, ça consiste à enfreindre la loi, à faire ce que la loi interdit ou à ne pas faire ce que la loi oblige à faire. Et en matière fiscale, c'est par exemple ne pas déclarer ses revenus, ne pas déclarer un capital, ou bien déclarer des charges fictives qui n'existent pas ou qui sont en réalité des charges personnelles. Par exemple, le chef d'entreprise qui passe en charge dans sa société l'aménagement de sa maison de campagne. Ça, c'est vraiment la fraude strictement dit qui est vraiment la violation frontale de la loi et qui mérite une répression ferme. Ensuite, vous avez l'évasion fiscale. L'évasion fiscale, c'est également répréhensible, mais on n'est pas tout à fait dans le noir et blanc comme pour la fraude, parce qu'on ne viole pas la loi fiscale directement, simplement on procède à des opérations artificielles, voire même fictives, qui permettent de réduire l'impôt sans violer directement la loi. Mais c'est tout de même répréhensible. C'est notamment le cas en matière internationale, ce qu'on appelle la manipulation des prix de transfert. Vous faites fabriquer des chaussures en Chine pour les vendre en France, mais au lieu de les importer directement de la Chine vers la France, vous allez d'abord les faire passer par un autre pays qui a un taux d'imposition à l'impôt sur les sociétés moins important, la Pologne par exemple à 9%, et votre société polonaise va réaliser quelques prestations de finition ou d'emballage et ensuite vous allez réimporter ces chaussures en France à un prix proche du prix auquel vous allez les vendre. Donc vous allez réduire à peu de choses votre bénéfice en France et localiser votre bénéfice en Hongrie par exemple. Voilà. Ça c'est l'évasion fiscale. Ça mérite d'être réprimé, mais ça mérite pas, je crois, la répression pénale, parce que on est dans le gris. À combien doit s'élever l'endressement en matière d'évasion fiscale? Ça n'est jamais très précis. Il y a toujours une marge d'appréciation subjective. Et puis vous avez l'optimisation. Voilà, l'optimisation fiscale. Là, on n'est plus du tout dans quelque chose de répréhensible, puisque on a toujours le droit, lorsqu'on choisit de faire quelque chose, d'acheter, de vendre, d'investir, de transmettre à ses enfants, d'emprunter la voie la moins imposée. Fiscalement la moins imposée. Eh bien, ça se heurte cependant à un concept extrêmement flou et extrêmement dangereux, qui est le concept d'abus de droit. L'optimisation fiscale est permise en principe, sauf abus de droit. Et l'abus de droit, c'est l'administration, sous le contrôle du juge, qui décide que vous avez procédé à une opération qui est trop optimisante. Et on entre là dans le domaine de l'insécurité juridique. Alors Jérôme Tureau, vous affirmez que les Français ne fraudent pas, en tout cas qu'ils ne fraudent plus comme avant, comme par le passé, parce que vous expliquez que Bercy aujourd'hui sait tout sur les contribuables, que ce soit particuliers ou entreprises. Et du coup, pourquoi dénoncez-vous ce que vous appelez le culte de la transparence, si c'est pour le bien commun? La transparence, c'est bien. La transparence, c'est bien. Et vous savez, les théologiens, par exemple, disent que l'hérésie, c'est souvent l'oubli d'une vérité contraire. Il y a des vérités qui sont des vérités, mais qui, lorsqu'on les pousse trop loin, au mépris d'autres vérités, deviennent des erreurs et poussent à des fautes. Eh bien, la transparence, c'est pareil. Lorsque Jean-Denis Bredin, le grand avocat, a été reçu à l'Académie française, il a fait un magnifique discours inaugural sur la transparence, et dans lequel il mettait en garde la société contre le culte de la transparence, de la déesse transparence. Parce que, disait-il, les vertus traditionnelles qu'on appréciait en France, l'honnêteté, la charité, le courage, la ténacité, la fermeté, etc., tout ça disparaît devant une seule vertu qui est la transparence. Alors concrètement,
Concrètement, effectivement, la fraude basique, pour revenir à votre question, n'est plus guère possible. Les gens qui dissimulaient une partie de leurs revenus, qui ne déclaraient pas une prime de fin d'année ou qui dissimulait proprement dit un avoir, notamment les comptes en Suisse. C'est plus possible d'avoir des comptes en Suisse. Le secret bancaire n'existe plus. Non, le référentiel n'existe plus. Par conséquent, la fraude, vraiment au sens strict qu'on vient de définir, est très difficile. Je ne dis pas qu'elle n'existe plus, mais elle est très difficile. D'autant que vous dites que Bercy a des moyens techniques, technologiques extrêmement larges, Tracfin, pour mettre la main sur les fraudeurs. Tracfin notamment, mais d'abord ce qu'on appelle les big data. Les big data. Expliquez ce que c'est les big data, c'est une notion qui n'est pas propre du tout à la fiscalité. Les big data, c'est dans tous les domaines, c'est le fait de concentrer une masse énorme de données par croisement entre des fichiers d'origine diverses, et ensuite d'exploiter cette masse colossale de données avec des algorithmes de plus en plus perfectionnés qui vont permettre de détecter, d'analyser, de pronostiquer d'ailleurs dans certains cas, et de détecter des choses. En matière fiscale, les big data ont été lancés à titre expérimental il y a quelques années, avec beaucoup de précautions, en disant que ça n'allait concerner que les grandes sociétés, et pas du tout les particuliers. Et puis, c'est toujours le même processus d'ailleurs, on commence par dire que c'est exceptionnel, que ça va être réservé à des cas importants et graves, et puis finalement ça s'étend et ça devient tout à fait normal. Eh bien, la technique des big data a été étendue récemment, en 2017, aux particuliers. Alors qu'à l'origine, on avait bien dit qu'on ne l'étendrait pas aux particuliers. Ça veut dire que l'administration emmagasine des quantités colossales d'informations sur les particuliers, et qu'à partir de cette masse d'informations qu'elle garde indéfiniment, elle va pouvoir ensuite détecter, ce qui en soi, évidemment, n'est pas une mauvaise idée, des fraudeurs. Mais il faut savoir que cette masse énorme d'informations, elle concerne vraiment toute notre vie privée. Récemment, Gérard Darmanin a déclaré, c'est assez inouï, que désormais il autorisait ses services à exploiter les réseaux sociaux pour accroître leurs connaissances, leurs données fiscales, c'est-à-dire Facebook, LinkedIn, WhatsApp. Votre enfant met un message à ses copains sur Facebook en prétendant par exemple que vous avez un riad à Marrakech, eh bien ça y est, c'est enregistré pour toujours. C'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. On est en train de faire en France, s'agissant de transparence, l'erreur qu'ont fait les États-Unis il y a quelques années. Vous avez créé un programme qui s'appelait Total Information Awareness, TIA. Ça ressemble un peu à CIA, mais c'est sans doute un pur hasard. Et ce programme, c'était vraiment le programme qu'on est en train de mettre en place en France, c'est-à-dire l'autorisation pour l'administration fiscale de connecter, d'interconnecter toutes sortes de fichiers, non seulement les siens, mais également ceux des autres administrations, également ceux de personnes privées qu'elle peut acheter, et de façon à faire fonctionner ces algorithmes. Eh bien, ce programme TIA, il a finalement été interrompu par le Congrès, qui a réalisé que c'était par trop attentatoire aux libertés privées, que c'était vraiment un fichage général des citoyens. Vous n'hésitez même pas, d'ailleurs, Jérôme Thureau, à faire un parallèle entre ces nouveaux moyens technologiques et la Stasi, en citant ce film « La vie des autres », où l'on voit un technicien de la Stasi observer toute la vie d'un couple d'Allemands, donc de la RDA. Et vous n'avez pas peur d'aller un peu loin dans cette comparaison? Non, je ne vais pas trop loin. Réfléchissons. Dans ce film, les moyens utilisés étaient finalement extrêmement basiques. C'était l'ouverture de courrier, l'observation visuelle. Mais aujourd'hui, les moyens d'information de l'administration fiscale sont beaucoup plus considérables. C'est un jeu d'enfant, ce que faisait la Stasi. On peut voir ce qui se passe dans votre tête, votre intimité, ce que... En tout cas, Tracfin, dont vous parlez. Tracfin. La Stasi par rapport à Tracfin, c'est peu de choses, si on peut dire. La torture mise à part, bien sûr. En termes de moyens d'investigation, la Stasi aurait adoré avoir les moyens d'information dont dispose Tracfin. Qu'est-ce que c'est que Tracfin? Tracfin, c'est un service de renseignement qui a la particularité, c'est le premier, je crois, en tout cas en France, à être dans cette situation. Il n'a pas besoin d'aller chercher l'information. Il est alimenté obligatoirement par un certain nombre de professions qui sont tenues de dénoncer. On entre dans une société de dénonciation et de délation générale. Et Tracfin emmagasine des informations venues de toutes sortes de professions qui normalement étaient tenues au secret, y compris les avocats. Tenez, prenez le cas, récemment, il y a eu un petit incident entre Tracfin et la profession des agents immobiliers.
Il y a quelques mois, Tracfin, qui note un petit peu les différentes professions en fonction de leur degré de coopération au programme, a sévèrement réprimandé la profession des agents immobiliers parce qu'ils n'envoyaient pas suffisamment de signalements Tracfin. À quoi l'AFNAIM d'ailleurs a répondu en disant nous ne sommes pas là pour espionner les gens. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez voir un agent immobilier et que vous lui dites je veux acheter une maison de campagne, et qui vous pose des questions amicales sur votre financement. Bon, c'est bien, vous avez un bon budget, vous empruntez peut-être? Ah non, vous n'empruntez pas. Bon, et vous avez peut-être vendu un bien récemment? Ah non, vous n'avez pas vendu un bien, mais vous avez fait un héritage? Ah, pas non plus, d'accord. Mais ça veut dire qu'il est en train de préparer un signalement Tracfin. Autrement dit, dans vos relations avec votre banquier, votre notaire, votre agent immobilier et encore beaucoup d'autres gens, maintenant, vous êtes écoutés et vous êtes dénoncés. Ils sont obligés. Parce que s'ils ne dénoncent pas un certain nombre de gens, si la profession des agents immobiliers ne dénonce pas chaque année un certain nombre de signalements, elle va être mise au pilori par Tracfin. Cette fraude, Jérôme Thureau, on en parle évidemment dans votre ouvrage. Le syndicat national des impôts l'estime chaque année entre 60 et 80 milliards d'euros. Vous estimez que ce chiffre est largement surévalué. Où est le problème et à combien chiffrez-vous cette fraude fiscale chaque année en France? Effectivement, c'est le syndicat national des impôts, Solidaire Finance, qui le premier a tenté une évaluation de la fraude fiscale. Et dans une optique qu'on peut comprendre, le syndicat des impôts, comme tout syndicat, il est là pour défendre ses adhérents et pour obtenir des créations de postes et des moyens. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour lorsqu'on est un syndicat des impôts pour obtenir des créations de postes? Eh bien, le meilleur moyen, c'est de vanter auprès du ministre et auprès des parlementaires l'importance des rentrées fiscales qu'on va obtenir en créant des nouveaux postes et en accentuant le contrôle fiscal. Donc il est relativement dans son rôle, c'est son job d'exagérer la fraude fiscale. Comment est-ce que le syndicat a procédé? Une méthode qui est vraiment tout à fait biaisée, qui consiste à dire... Sans trop rentrer dans la technique. Non, les explications sont dans votre ouvrage, nos téléspectateurs. Je vais juste donner un exemple très rapide. On contrôle par exemple les PME. On contrôle 25% des PME. Et on constate que ça rapporte 100. Extrapolation par le syndicat des impôts, on a contrôlé une PME sur 4, ça rapporte 100. Si j'en contrôlais la totalité des PME, ça rapporterait 4 fois plus, 400. Voilà comme on estime. Alors, si le choix des contribuables et des entreprises contrôlées se faisait totalement au hasard, les yeux bandés, en tirant des petits papiers dans un chapeau, ce serait une bonne méthode. Mais c'est pas le cas du tout. Le contrôle, il est ciblé. On ne va pas au hasard. Il y a des signalements en amont. Exactement. Il est ciblé. On ne va pas au hasard dans une entreprise. On y va parce qu'on a les indices d'une fraude. Des dénonciations, par exemple. Donc, des dénonciations, par exemple. Ou bien, justement, l'utilisation des big data. Donc, en extrapolant des résultats comme si la totalité de la population des entreprises avait le même taux de redressement possible, on exagère énormément les choses. Et donc, cette fraude, vous l'évaluez comme étant inférieure à 10 milliards d'euros chaque année en France? Oui, de l'ordre de 10 milliards. Je me fonde sur quoi? Bon, évidemment, je n'ai pas compétence pour vous donner une estimation scientifique. Je me fonde sur le fait que le Conseil des prélèvements obligatoires a procédé il y a quelques années à une tentative d'évaluation et qu'il a chiffré à 20 milliards la fraude fiscale, là où le syndicat des impôts en était peut-être pas encore à 80, mais en tout cas à 50 ou 60. En affinant la méthode d'extrapolation, mais en affinant quand même bien, peut-être pas suffisamment. Moi, j'estime que cette méthode est quand même améliorée par le Conseil des prélèvements obligatoires, est déjà encore de nature à surestimer la fraude, et je dis très à la louche que si le CPO, le Conseil des prélèvements obligatoires, a dit 20 milliards, il est probable que c'est encore moins, peut-être de l'ordre de 10 milliards. Au lieu de 80 milliards. Au lieu de 80 milliards, chiffre qui est colporté notamment au Parlement lorsque l'administration fiscale vient devant le Parlement et exiger davantage de moyens juridiques, davantage de présomption de fraude, des délais de prescription plus longs, des moyens, des pénalités accrues. Elle utilise cette estimation qui en fait repose sur rien de scientifique, qui arrange tout le monde. Parce que finalement, les décideurs politiques sont très contents, même s'ils n'y croient pas à ce chiffre de 80 milliards, sont très contents de ce discours, parce que nous avons un problème de déficit des finances publiques. Comment le résoudre?
Augmentant les impôts, ce n'est plus guère possible. Les entreprises quitteraient la France, même les particuliers commencent à la quitter pour certains. Réduire les effectifs de la fonction publique. Alors, voilà, faire des économies, ben non, c'est trop difficile. En tout cas, on n'en sait pas très bien en faire. Par conséquent, comment éviter d'avoir à prendre des décisions douloureuses en matière de dépenses publiques? Eh bien, en disant que le vrai problème, c'est la fraude fiscale. En faisant croire qu'il y a un trésor caché. Un trésor caché qu'il suffit de déterrer, ces fameux 80 milliards, et qui vont remettre à flot les finances publiques. C'est un mythe. En matière de fraude, quand même, on va quand même citer le cas de ces grandes entreprises mondialisées du numérique sur lesquelles l'État n'arrive pas à avoir d'imposition. Est-ce qu'il n'y a pas, quand même, dans les outils de la fiscalité dans le monde, des outils qui permettraient en tout cas à l'État français de mettre la main sur cette manne des entreprises mondialisées du numérique, Facebook, etc. Oui, voilà, les GAFA, Google, Amazon, Facebook, tout à fait. Là, il y a vraiment un gisement, effectivement, de rentrée fiscale qui... Et une injustice. Une injustice, et une matière fiscale qui échappe à la France, des entreprises françaises qui sont pénalisées par rapport à leurs concurrents de type Amazon, et c'est un vrai problème qui est lié aux normes OCDE. Parce que... nos conventions fiscales, c'est les conventions fiscales qui permettent de lutter contre la fraude fiscale internationale. Nos conventions fiscales sont calquées sur un modèle OCDE. L'OCDE est dominé par les États-Unis. Et le point de vue des États-Unis est évidemment d'imposer chez eux leurs entreprises et de ne pas laisser les autres pays les imposer. Ce qui veut dire qu'on définit le droit fiscal international. Le droit d'imposer est donné à l'État du siège de l'entreprise, là où elle a son siège, là où sont ses dirigeants, c'est-à-dire généralement aux États-Unis ou dans les grands pays industrialisés. Alors que il y a une autre façon, vous y faites allusion, de concevoir les choses, c'est de se demander où l'entreprise a ses clients, où elle vend, où est-ce qu'elle a ses consommateurs. Parce que finalement, ce sont peut-être les consommateurs, plus que les dirigeants de la société, qui font la richesse de la société, parce qu'il faut vendre. Et c'est dans cette direction qu'un certain nombre de fiscalistes proposent de faire évoluer les conventions. Vous avez quand même remarqué que la France, Bruno Le Maire a réussi un succès important. Ministre de l'économie, a réussi un succès qu'il faut saluer en instituant cette taxe de 3% sur le chiffre d'affaires des GAFA, et qu'il a tenu bon, le gouvernement français a tenu bon face à l'offensive de Trump, et donc ça bouge. Sur ce terrain-là, ça bouge. Ces dernières années, Jérôme Thureau, et vous l'évoquez encore dans votre ouvrage, certaines organisations de magistrats judiciaires appellent à envoyer les fraudeurs en prison, en tout cas à pénaliser leur fraude. Pourquoi pensez-vous, c'est vous qui l'écrivez, que cette pénalisation présente des dangers ? Elle présente des dangers parce que ce n'est pas la bonne réponse à la fraude fiscale ou encore moins à l'évasion fiscale. Pourquoi ? Parce que, pour plusieurs raisons. D'abord, quand on envoie un contribuable en correctionnel, il est jugé rapidement, il est condamné, généralement pour la première fois à une peine de sursis, mais de plus en plus on a des peines de prison ferme dès la première infraction fiscale, alors que parallèlement, un débat a lieu devant le juge de l'impôt, si le contribuable conteste l'impôt, et qu'il arrive, c'est absolument inconcevable, qu'une personne soit condamnée, parfois même, c'est rare, mais parfois même incarcérée, alors que quelques mois ou quelques années plus tard, le juge de l'impôt va annuler l'imposition et considérer qu'il n'y avait eu finalement aucune imposition fraudée. Voilà. On ne peut pas, actuellement... On laisse le juge pénal condamner des contribuables dont on ne sait pas encore si vraiment ils ont fraudé, c'est-à-dire si le redressement était vraiment justifié. C'est quelque chose d'inconcevable. D'autres raisons de ne pas aller vers le tout pénal, c'est que dans un contrôle fiscal, là je vais parler de façon assez pragmatique, dans un contrôle fiscal, si le vérificateur a la possibilité, comme c'est le cas depuis très récemment, depuis la loi du 23 octobre 2018, de vous envoyer au pénal de sa propre initiative, avant c'était à Bercy que ça se décidait avec des filtres et des recours hiérarchiques, maintenant le vérificateur, il suffit qu'il vous applique un certain taux de pénalité et au-delà de 100 000 euros d'endressement, c'est vrai, vous êtes automatiquement envoyé au pénal. Ça veut dire que le contribuable est vraiment à la merci du vérificateur. D'un vérificateur qui décide pratiquement tout seul, éventuellement avec son chef de brigade.
quelque chose d'aussi grave. Parce qu'envoyer quelqu'un en correctionnel, même si finalement il sera peut-être relaxé, mais il sera relaxé définitivement 4 ans ou 6 ans plus tard. Pendant 4 ans ou 5 ans, 6 ans, 7 ans, si on va même en cassation, il va avoir à subir des poursuites correctionnelles qui vont parfois briser sa vie et parfois briser sa carrière professionnelle. Ce qui est le cas d'ailleurs, on enregistre ce Zoom, je le précise à nos téléspectateurs, le jeudi 12 septembre. On a appris aujourd'hui que la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi de l'ancien secrétaire d'État socialiste, membre du gouvernement de M. Hollande, Thomas Thévenoud, et donc il est condamné à 12 mois de prison avec sursis, 3 ans d'inéligibilité. Est-ce que ça vous choque une peine comme ça? Non, ça ne me choque pas, parce que là je crois qu'il n'y avait pas... Il avait omis de manière intentionnée de déclarer environ 75 000 euros aux impôts. Oui, non, ça ne me choque pas. Il y a des cas dans lesquels la fraude est incontestable, et souvent même elle n'est pas contestée, elle est reconnue par le contribuable. Mais dans un très grand nombre de cas, tout à l'heure vous m'avez demandé de définir et de faire la différence entre la fraude et l'évasion et l'optimisation. Ouais. Eh bien justement, la fraude c'est clair et net, c'est blanc ou noir. Mais l'évasion fiscale, c'est discutable. Également, les contribuables sont libres de changer de pays, par exemple, et d'aller vivre, par exemple, dans l'endroit, dans le pays qu'ils veulent. Ça, c'est libre. Ça n'est pas encore criminalisé. Mais l'évasion fiscale, par contre, est éventuellement correctionnalisée. Et là, on entre dans un domaine où on ne sait vraiment... Il y a matière à discuter, il y a matière à être en désaccord avec l'administration, et il n'est pas rare que le juge de l'impôt soit dégrève totalement le redressement, soit en tout cas qu'il en réduise le montant. Et entre-temps, l'intéressé a été condamné pénalement. Donc la sanction pénale est inappropriée. Parce que le juge pénal doit intervenir rapidement, il intervient rapidement, le pénal c'est rapide, alors que le procès fiscal peut prendre des années et qui peut entrer en contradiction avec la décision du juge pénal. Et puis, il y a une autre critique qu'on peut faire à la pénalisation systématique du contrôle fiscal qui a été décidé par la loi du 23 octobre 2018. Auparavant, on envoyait au pénal un petit nombre de fraudeurs après un processus de tri très soigneux qui était fait à Bercy par un bureau de Bercy, le bureau de l'action pénale, et on passait en outre par un espèce d'organisme collégial qui s'appelait la commission des infractions fiscales. Si bien que tout de même, il y avait un cri assez sérieux. Aujourd'hui, il n'y a plus de tri. Si, comme je vous disais il y a une minute, si l'inspecteur met à une certaine pénalité, si les droits dépassent 100 000 euros, c'est fini, ça part. Ce qui veut dire que dans certains départements, eh bien, beaucoup de gens seront envoyés au pénal, dans les départements voisins, beaucoup moins parce que le comportement du vérificateur ou du directeur sera différent. On va vers vraiment une inégalité devant les poursuites pénales qui est inquiétante. J'aimerais, et c'est ma dernière question, Jérôme Tureau, que l'on revienne sur le principe d'optimisation fiscale avec le degré de complexité atteint aujourd'hui par le Code de la fiscalité. Est-ce qu'il est normal pour un contribuable d'avoir recours à un conseiller fiscal pour optimiser sa déclaration d'impôt? Vous le dites, les conseillers eux-mêmes sont parfois très perplexes face aux questions que leur posent leurs clients. C'est vrai. Nous-mêmes, souvent, nous ne pouvons pas donner de réponse claire et nette, surtout lorsqu'on est dans le domaine, justement, de l'optimisation dont on parlait. Comment ça se passe? Bien, un contribuable qui veut faire une opération, un investissement, un achat, une transmission à ses enfants, vient, que lui a recommandé son banquier, son notaire, vient voir l'avocat. Comment ça se passe? On commence par dire, très souvent, on commence par dire au contribuable, écoutez, ce que vous avez prévu de faire n'est contraire à aucune disposition, aucun article du Code général des impôts. Ah, très bien, dit le client, dit le contribuable, merci cher maître de m'avoir dit que je peux y aller et que je n'ai aucun risque. Pas du tout. On est obligé de lui répondre, pas du tout. C'est pas parce que vous ne violez pas un article du Code général des impôts que vous n'êtes pas passible éventuellement d'un redressement pour abus de droit. L'abus de droit est une notion totalement subjective. Le vérificateur peut estimer que ce que vous faites n'était pas interdit, mais que c'est excessivement optimisant. Et on est obligé de laisser partir le contribuable avec la consultation guère utile pour lui, consistant à lui dire c'est pas interdit, mais vous serez peut-être quand même redressé pour abus de droit.
Est-ce qu'il faut tout remettre à plat aujourd'hui quand on voit l'épaisseur d'un code fiscal français? Est-ce que tout est acheté? À jeter. J'ai compris. Écoutez, l'idée qu'on puisse faire une table rase et réécrire complètement le Code général des impôts est une fausse idée. Ça n'est pas possible. Je crois que ça ne s'est jamais fait. La fiscalité sera toujours complexe. Il y aura toujours besoin, sans doute, de fiscalistes spécialisés. Elle ne sera jamais, sans doute, totalement à la portée des citoyens. Mais il faut au moins que les fiscalistes compétents puissent dire c'est oui ou c'est non. Et le drame d'aujourd'hui, c'est pas seulement que c'est compliqué, c'est qu'en plus, on ne sait même pas si ce qui n'est pas interdit ne sera pas malgré tout rattrapé au nom d'abus de droit. C'est ça qui est grave, c'est l'insécurité juridique, qui ne permet pas, même aux techniciens, même aux fiscalistes compétents et spécialisés, de dire où se trouve la ligne jaune. On ne sait plus où est la ligne jaune. C'est la notion d'abus de droit que le législateur ne cesse de développer. Encore récemment, dans la loi de 2018, on a encore étendu la notion d'abus de droit. Si vous faites quelque chose avec un but principalement fiscal, vous êtes passible d'abus de droit. Mais il est impossible de dire si, a priori, si le vérificateur considérera que vous avez agi dans un but principalement fiscal ou principalement autre. L'insécurité juridique, donc, Jérôme Tureau, ce sera la fin, le mot de la fin de cet entretien. Je rappelle à nos téléspectateurs donc le titre de votre ouvrage. C'est édité chez Francis Lefebvre, Les intox fiscales, pour en finir avec les idées reçues. Merci d'être venu sur notre plateau, monsieur. Merci de m'avoir invité.